Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Et aujourd'hui, on va parler de Star Wars D6 de chez West End Games. Voilà, que je viens de recevoir. C'est une réédition pour les 30 ans, bon, l'anniversaire des 30 ans de ce jeu de rôle. Ça nous rajeunit pas, malheureusement. Alors, rappelez-vous les années, le jeu West End Games, il est sorti en 1987. Les années 80, c'était les années pub, les années fric, comme on a pu les appeler. L'industrie du cinéma tournait à plein. Le punk, c'était assagi, laissant la place à la new wave côté musique. On était rentré dans la culture du clip vidéo. Bref, l'ère de l'image était arrivée. Et pour la première fois, West End Games va donner un coup de pied dans la fourmilière des jeux de rôle en sortant un jeu qui ne va pas s'adresser aux simples geeks. Inutile, voilà, d'être un geek et d'avoir lu Le Seigneur des Anneaux ou d'être un fan de littérature Lovecraftienne et d'avoir découvert le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Là, on a un jeu de rôle qui va s'adresser à la masse. Vraiment la masse de gens qui a pu apprécier la saga des films Star Wars. Et donc on a quelque chose qui est vraiment orienté vers la culture populaire et qui va ouvrir les possibilités. D'ailleurs, ce jeu, pour moi, il a des particularités tout à fait intéressantes. Donc comme on est effectivement aussi sur un film, hein, puisqu'au départ Star Wars c'est avant tout pour les gens un film, eh bien le jeu est conçu comme ça, et c'est la première fois que vous ouvrez un livre de jeu de rôle et qu'on vous montre les similitudes qu'il peut y avoir dans la narration cinématographique et le jeu de rôle. Jusque-là, le jeu de rôle n'était associé qu'à des univers bien spécifiques, et puis surtout aussi à une culture livresque. Là, c'est pas du tout le cas. Et West End Games a très bien, alors chez nous c'était Descartes en français, hein, ça a été traduit par les éditions Descartes, encore une fois, qui ont fait beaucoup pour le jeu de rôle en France. Et bien là, on va s'appuyer sur ces choses-là. On va faire comprendre en fait aux maîtres de jeu, parce que ce sont souvent encore à l'époque, ça reste à mon avis encore assez vrai maintenant, les maîtres de jeu qui découvrent les jeux et qui après initient leurs différentes tables de jeu, eh bien qu'on peut concevoir sa partie de jeu de rôle comme le récit d'un film en s'appuyant un peu sur les mêmes choses. Rappelez-vous comment démarrent les aventures, très original. Vous avez cette espèce de mise en bouche façon le générique, le gimmick du générique de Star Wars, avec ce speech qui défile à l'écran avec la musique derrière, le générique qui sera d'ailleurs récurrent à tous les films. Et puis juste après, normalement, le maître de jeu avait fourni à chacun des joueurs, il y avait une page de script. Les scénarios étant conçus pour de 2 à 6 personnages, il y avait 6 intervenants. Façon, vous savez, comme au théâtre où on met le titre de celui qui parle. Et chaque joueur lisait le script, enfin on le lisait tous ensemble, et quand on devait intervenir, on intervenait. Et là, l'idée était super bonne, parce qu'encore une fois, ça nous renvoyait donc à la narration cinématographique, et puis surtout, ça évitait aux maîtres de jeu d'avoir ces débuts de séance, vous savez, quand on entame un nouveau scénario ou une nouvelle campagne, ces débuts de séance où en fait il faut passer de l'information, fournir de l'information de background et puis de situation aux joueurs pour que la partie puisse démarrer. Là, c'était fait tous ensemble par l'intermédiaire de ce script qu'on lisait en début de partie, et derrière on attaquait sur la première scène. D'ailleurs, le découpage ça peut être un reproche qu'on peut faire à certaines des aventures de l'époque, c'est que c'était très découpé façon filmique avec des scènes, et que des fois on était un petit peu embêté en tant que maître de jeu pour enchaîner d'une scène à l'autre. Alors ça, c'est quelque chose qui, je pense, a fait en sorte de renouveler un peu, enfin en tout cas de changer l'approche vis-à-vis du jeu de rôle. L'autre chose, c'est également que, comme ce jeu allait s'adresser à beaucoup de gens, eh bien West End Games a utilisé un système qui sera d'ailleurs repris et développé par la suite, un système de jeu très simple. Encore une fois, les mécaniques doivent s'effacer,
La création de personnages doit être rapide, de manière à ce qu'on passe à ce qui nous intéresse, à savoir jouer des parties de jeux de rôle et triper tous ensemble autour de la table. Alors, West End Game Anniversary vient de ressortir, donc c'est Fantasy Flight Game, d'ailleurs, la version de West End Game. C'est présenté, vous avez un peu de pub pour la nouvelle édition de Star Wars, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Ici, vous avez une espèce de cartouche, en fait, avec le logo Star Wars en noir. Bon, c'est un peu velouté, le toucher, on dirait un peu du nubuck, c'est assez sympathique. Derrière, vous avez l'ILU, qui est en fait la même ILU que sur l'ouvrage de base. Et à l'intérieur, vous allez avoir les 2 premiers tomes de la collection, à savoir le livre de règles et le sourcebook. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la gamme a vraiment rencontré un franc succès à l'époque, et il y a eu beaucoup de choses produites pour la gamme, des scénarios, des suppléments d'univers. Enfin, c'était une gamme très fournie. À l'intérieur, on va retrouver donc encartonné ce livre. Regardez un petit peu. Ça fait rêver, l'épaisseur du livre. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Le sourcebook, qui d'ailleurs, à notre époque, avec toutes les infos qu'on peut récupérer sur, par exemple, le site Star Wars Universe, vous n'avez même pas besoin du sourcebook. Bon, c'est un plus, mais franchement, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Description de planètes, description d'espèces extraterrestres, etc. Ça se trouve en 2.2 sur Internet. Et là, on arrive dans le livre. Les couleurs sont un peu plus flashy de mémoire que sur l'édition originale. Et après, je crois qu'il y a eu quelques petites modifications. Très belle ILU qui met tout de suite bien dans l'ambiance. Et après, je crois qu'il y a eu quelques petites modifications cosmétiques à l'intérieur. On va retrouver les règles. On s'est écrit un peu petit. Et puis il y a beaucoup de choses en noir et blanc, des illus tirés des films. Ça encore, c'était très neuf pour l'époque, puisque quand on ouvrait des livres de jeux de rôle, on avait droit à des illustrations, souvent des illustrations encre de Chine ou feutre noir. C'était vraiment ce qui se faisait à l'époque. Et ensuite, voilà, un petit mot d'introduction. On vous parle un petit peu du système de jeu. Petite introduction à qu'est-ce que le jeu de rôle, c'était toujours nécessaire à l'époque. Une session réservée au Game Master, en gros, pour savoir un petit peu comment tourne le système de jeu. Et puis après, on va rentrer dans le dur avec les attributs et les compétences, comment on fait comment tout ça fonctionne, comment on crée les personnages. Alors, la création de personnages, encore une fois, très novateur pour l'époque, puisqu'en fait, on commence par choisir un archétype. Vous en avez plusieurs en fin d'ouvrage. Voilà, vous avez à chaque fois les archétypes. Et les archétypes, je sais pas si vous le voyez, voilà, par exemple le Wookiee, vous avez un certain nombre de valeurs qui sont indiquées pour les attributs. Par exemple, le Wookiee, voilà, en dextérité, il a 2D plus 2, etc. Et puis en dessous, vous avez toutes les compétences, toutes les skills qui vont se rapporter à la dextérité, par exemple, Blaster, Brawling Parry, donc la parade de mêlée, Dodge, l'esquive, Grenade, les armes lourdes, la parade de mêlée lorsque vous êtes à l'arme blanche, et un pourcentage de mêlée également, si vous combattez au sabre laser, par exemple, etc. Donc, il vous reste 7 dés que vous allez pouvoir répartir pour personnaliser votre Wookiee. Ensuite, il y a un petit peu d'ajout par rapport à un petit peu le background du personnage. Et puis très vite, vous allez être dans la partie assez rapidement. Le système D6, pardon, il a des faiblesses, hein, voilà. D'ailleurs, je pense que la première édition des règles était un peu buggée, et qu'ils avaient sorti à l'époque un update des règles
qui étaient disponibles dans chacun des scénarios. Notamment, il y avait un petit souci, je crois, avec les degrés de difficulté. Alors, comment ça se passe quand vous avez un challenge? Par exemple, vous devez utiliser une compétence pour réparer un des composants de votre vaisseau. Donc, c'était Mechanical Repair de mémoire. Vous ajoutiez les dés que vous aviez en dextérité. Et les dés non Mechanical Repair, c'est pas en dextérité, c'est peut-être en knowledge ou un truc comme ça. Et les dés de votre compétence. Vous confectionnez avec cela votre pool de D6, vous jetez les D6 et vous devez égaler ou vaincre une valeur de difficulté. Très très facile, ça se prend en main, peut-être même encore plus facile que le système de l'appel avec des pourcentages. Ce qui était rigolo à l'époque aussi, c'est que quand les personnages commençaient à grimper un peu dans les niveaux, c'était un peu les charrettes, les brouettes 2D. Ça, je crois que dès la seconde édition, ils avaient établi un petit tableau qui vous permet avec des valeurs moyennes, en faisant des moyennes en fait, de ne tirer que, au lieu de tirer 30 D6, de ne tirer que 5 D6, et puis une valeur numérique à ajouter, qui était une moyenne des dés supplémentaires, et ça évitait voilà les charrettes de dés qui étaient un petit peu gênantes. Donc il y a eu cette première édition, voilà. Donc vous avez, je vais pas, enfin c'est identique quasiment. Il y a peut-être une ou deux pubs qui ont changé parce qu'il y avait des pubs à l'époque à l'intérieur. Donc ça a peut-être un peu changé. Oui, là maintenant je vois qu'il y a des pubs pour la nouvelle version de FFG. Donc ça effectivement, ils ont remis les choses un peu au goût du jour. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Franchement, le coffret, il est autour de 50 €, ce qui est pas cher pour avoir du matériel de jeu qui vous garantit des heures et des heures de partie. Ce qui est intéressant dans ce système, c'est justement son côté très cinématique, très rapide, très focus sur le roleplay, l'action. Voilà, on s'embête pas, le système disparaît assez vite. Ce qui n'est pas le cas avec la deuxième édition. Donc quelques années plus tard, West End Games avait sorti la seconde édition des règles, immédiatement suivie d'ailleurs par la seconde édition révisée, où ils avaient encore un petit peu fluidifié et affiné le système de jeu. Et puis pour en finir complètement avec les éditions D6, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, Star Wars a une base fan énorme. Certainement peut-être une des licences qui a à l'échelle planétaire qui a la base fan la plus conséquente. Il est sorti un ouvrage qui a été fait puisque West End Games après s'est arrêté, enfin en tout cas la gamme Star Wars s'est arrêtée. Il est sorti un ouvrage qui s'appelle qu'on appelle Re-Up, qui est en fait une espèce de compilation de la plupart des suppléments Star Wars et du système de la seconde édition des règles, qui est revised, expanded and updated. Voilà pourquoi Re-Up, l'acronyme, et qui est fait 512 pages, qui est gratuit au format PDF. J'ai d'ailleurs moi-même récupéré, j'attends une copie, du coup je me suis fait un petit print via Lulu pour avoir la copie, parce que je pense que je piocherai dedans. Personnellement, je vais m'en tenir, je pense, à ce système-là, le système de base, parce que pour moi c'est le plus fluide. Le second système, il commençait déjà à ramener un peu les choses vers le jeu de rôle plus traditionnel entre guillemets, qui s'adresse à des gens qui aiment bien le crunch, qui aiment bien les calculs. Il y a une histoire de spécialisation, de compétences, etc. Bon bref, ça alourdit un peu pour peut-être pas grand-chose, sachant que c'est pas vraiment ce qu'on va rechercher quand on veut jouer à du Star Wars. Vraiment, on veut être sur le côté cinématique, voilà, quelque chose de fluide, la narration, les scènes d'action qui s'enchaînent, les rebonds, les twists, etc. L'univers permet également, alors c'était pas trop fait dans les scénarios de l'époque qui étaient quand même très axés sur l'action, mais l'univers, quand vous connaissez un petit peu l'univers de Star Wars, il y a vraiment moyen de faire aussi du jeu à intrigue politique. Ça peut faire penser un peu à la Rome antique avec l'histoire de Sénat, etc. Donc il y a vraiment des possibilités scénaristiques
qui me semble tout à fait intéressante à développer et pas juste piou avec les pistolets laser et de l'escarmouche dans l'espace, même si c'est vrai qu'on crache pas sur une petite partie de ce genre-là, le jeu le permet. Donc la version Re-Up, franchement, je vous la conseille. Elle est gratuite, elle est toute en couleur. Bon, moi, sur le Lulu que j'ai commandé, je suis resté en noir et blanc parce que si vous le faites en couleur, ça augmente tout de suite un peu. Vous passez de 30 € à 80 €. Donc bon, ça commence à faire un peu. Vous avez des nouveaux archétypes par rapport aux archétypes de base. Et le fait de downgrader est tout à fait possible. Je m'explique. Si vous récupérez du matériel de jeu pour la seconde édition ou le re-up, etc., c'est très facile de les faire jouer avec cette édition-là. Il suffit en fait d'ignorer tout ce qui ne correspond pas à l'édition. L'inverse n'est pas vrai. Si vous devez prendre du matériel de la première édition, des scénarios, pour les faire jouer avec la deuxième édition, là, ça va demander un petit peu de boulot d'adaptation. Quelques années plus tard, il est sorti aussi la version Wizard of the Coast, donc TSR peut-être même à l'époque, enfin la version D20 de ce jeu, alors qui était une version qui permettait de rentrer un petit peu plus dans le détail. Encore une fois, là, on se recentrait sur le cœur de l'affaire, avec les armes étaient beaucoup mieux définies, on rentrait beaucoup plus dans le détail. Ça, le système des 20 le fait très bien, y compris dans les classes de personnages, etc., qui est une version qui a bien marché également. Et puis il y a quelques années maintenant, FFG, donc ceux qui ont ressorti cette version anniversaire, se sont inspirés, ont sorti un nouveau système de jeu avec les fameux jeux narratifs, et ils ont sorti une collection d'ouvrages, avec la particularité, ils ont scindé ça en 3 jeux. La boîte qui concerne un petit peu tout ce qui va être les personnages type Han Solo, contrebandier, voilà, pour jouer un petit peu sur la barrière extérieure. Un livre de règles centré, lui, sur tout ce qui va concerner les rebelles. Et là, on colle plus avec les canons de la première trilogie de films parus, voire les 2 premières, on va dire. Et puis, un livre de règles basé sur les Jedi et tout ce qui va concerner la Force, etc. Bon, j'ai eu l'occasion de faire quelques parties avec ce système-là. J'ai des narratifs, oula, j'ai du mal, on sent les lendemains de Noël, des narratifs. Bon, moi je suis pas convaincu du bienfait des génératifs. Le système, pour le coup, alors les bouquins sont superbes en termes de lore, d'équipement, etc. C'est très très bien fait. Par contre, bon, il y a de l'ouvrage, si vous voulez suivre un peu les choses. Voilà, il y a un système d'arbres de carrière où vous progressez façon arborescente, vous développez telle chose qui vous ouvre d'autres voies, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait. Par contre, le système en lui-même, je le trouve un peu lourd. Je pense qu'on n'a pas attendu les rôlistes l'apparition des dés narratifs pour être capable de faire en sorte que notre partie soit focalisée sur la narration, voire même, pour moi, je trouve ça contre-productif, puisqu'en fait, la narration n'est plus selon le bon vouloir des personnes autour de la table, elle est dictée par les dés. Donc c'est une narration, mais c'est une narration forcée, dictée par les dés, qui, moi, me semble ni faite ni à faire. D'ailleurs, Warhammer était sorti dans cette version avec les dés narratifs, et ça n'a pas rencontré un vif succès. Ça a été très vite arrêté, parce que je crois que ça intéresse peu de joueurs. Ils sont revenus à développer aussi un jeu générique Genesis avec ses dés narratifs, parce qu'il y a quand même une petite communauté de gens qui trouvent ça très intéressant. Bon, moi je pense qu'avec les marges d'erreur sur un jet de dés, même un système à pourcentage, vous ratez de 10 crans, c'est une chose, vous ratez de 30 crans, le maître de jeu peut choisir de vous rajouter une complication, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec des jets narratifs pour amener ce genre de choses. En plus, il y avait un système d'avantage
etc. Et ça demandait de la part des joueurs une implication énorme. Moi, j'ai joué, c'était les débuts du jeu, j'ai découvert ça, c'est un maître de jeu qui nous a fait faire quelques parties. Moi-même, j'en ai masterisé une ou deux, mais j'ai été plutôt joueur. Et en fin de compte, la table n'était pas du tout préparée. La moindre petite escarmouche qui était présentée par les règles comme devant être quelque chose de cinématique et fluide, eh ben, on passait 20-25 minutes parce que chaque joueur, dès qu'il avait 3 avantages à répartir, ça leur envoyait un tableau, il fallait qu'ils choisissent, enfin voilà. Peut-être qu'avec une table huilée, ça fonctionne. Bon, moi, j'ai décidé de m'orienter vers ça. Parce que je pense qu'avec ça, on a ce qu'il faut pour faire des parties trépidantes, haletantes dans cet univers. Je referai certainement une petite vidéo lorsque j'aurai reçu le re-up que je me suis fait imprimer par Lulu, qui devra arriver, je pense, d'ici une petite semaine. Et voilà, donc je vous conseille le sourcebook. Je peux vous montrer peut-être quelques pages pour terminer cette vidéo du sourcebook. Alors même type de présentation, on a la même pochette qu'à l'époque. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'univers. Voilà, un chapitre sur les créatures, un chapitre entier dédié à l'équipement, le combat spatial avec quelques petites règles encore aménagées, des descriptions de véhicules, tout ce qui concerne les vaisseaux de transport. C'est pas mal, ça peut donner lieu à beaucoup de choses en termes scénaristiques. Un chapitre sur les droïdes, véhicules encore, l'équipement, les sabres laser, les Stormtroopers, la base rebelle. Et vous avez, je crois, des plans, si ma mémoire est bonne. Oui, bon, alors celui-là, il va peut-être pas forcément servir, mais bon, le fameux, le célèbre Faucon Millennium. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de savoir, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, une fois que le jeu de rôle était sorti, les équipes des films suivants ont même pris contact avec des gens de West End Games pour avoir accès un petit peu à tout le matériel que les gars avaient produit, de manière à développer la licence dans le bon sens. Et c'est assez intéressant de savoir qu'il y a eu comme ça une espèce de petit aller-retour entre les gens qui ont fait le jeu de rôle et les gens qui ont continué à faire les films, jusqu'à ce que ça devienne l'énorme, voilà, quelques droïdes, voilà, toujours sympathique, jusqu'à ce que ça devienne l'énorme machine que nous connaissons. Ah, les fameux blasters. Voilà, des tables d'équipement, les sabres laser, leur fabrication, comment ils fonctionnent. Voilà, ça met bien dans l'ambiance. Il y a quelques petits conseils de maîtrise qui sont intéressants aussi, notamment dans le re-up, je crois que c'est assez développé pour envisager un petit peu comment construire des campagnes, comment construire des aventures pour aider les maîtres de jeu débutants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.